François Asselineau, bonsoir et merci d'être au Cercle Retour au réel. Alors, je voudrais aborder certains sujets avec vous sur lesquels je suis un petit peu, je dirais, sur la réserve par rapport à votre discours habituel, sachant que je partage complètement vos analyses sur l'Union européenne. Et d'ailleurs, moi-même ai véritablement critiqué ce plan de relance la semaine dernière, à peu près dans les mêmes termes que ce que vous avez pu faire. Et alors, vous parlez souvent deux faces de la même médaille au sujet de l'Union européenne et de l'OTAN. Et moi-même, je suis d'accord avec vous, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faudrait que nous sortions également de l'OTAN, comme nous devrions sortir de l'Union européenne. Mais alors, ayant vu à plusieurs reprises donc vos analyses à ce sujet, à la fois sur votre chaîne upr.fr et puis dans différents médias et différents débats télévisés, j'ai une analyse un petit peu différente de la vôtre sur cette sortie de l'OTAN et les motivations. C'est-à-dire que je vous ai entendu à plusieurs reprises parler d'une OTAN qui nous soumet à la politique étrangère américaine, et là, c'est un fait, ça nous rend un petit peu des vassaux des États-Unis, et vous avez développé en disant cette politique américaine qui nous entraîne dans un choc de civilisation. Or, si vous voulez, moi je suis sortant de l'OTAN, mais justement un petit peu pour le contraire de cela, c'est-à-dire que je pense que justement le choc de civilisation que Huntington avait anticipé, est en train de se produire, avec un affaiblissement de l'Occident qui est aujourd'hui visible. L'Occident, de la sortie du Covid, est un peu comme un boxeur sonné, et on a en face de nous aujourd'hui, pour la première fois, des puissances de grande importance, comme la Chine, mais également la Turquie, qui développent des contre-modèles à notre civilisation, et qui nous engagent justement dans ce choc de civilisation. Et je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment les États-Unis qui nous engagent là-dedans. Et je pense même plutôt que les États-Unis ne nous en préservent pas, parce qu'eux concentrent tous les moyens de l'OTAN plutôt contre la Russie, qui n'est pas, à mon sens, la principale menace. Donc, c'est là où je voudrais avoir votre point de vue et votre explication sur, je dirais, ce choc de civilisation que moi je vois se profiler, et que peut-être vous ne voyez pas de la même manière. Non, je ne vois pas tout à fait ça de la même façon. D'abord, je dirais qu'on a affaire, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, votre histoire. C'est de savoir, finalement, est-ce que Samuel Huntington a eu l'idée de ce qui allait arriver, ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de ce que les Américains appellent la self-fulfilling prophecy, la prophétie auto-réalisatrice. Parce qu'il faut quand même bien voir que tout le discours officiel des États-Unis et de leurs alliés et de l'Union européenne, c'est depuis des décennies, maintenant ça fait au moins 2 décennies que ça dure, on parle d'un monde multipolaire. Monde multipolaire, et les théories de Samuel Huntington, par exemple, comme vous dites, ont bien précisé qu'il y aurait 7 ou 8 pôles, avec le pôle dit judéo-chrétien qui correspond, tiens, comme par hasard, en fait, au périmètre du TAFTA, en fait, hein, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Union européenne, le pôle dit sud-américain, on se demande pourquoi le pôle sud-américain, d'ailleurs, n'est pas judéo-chrétien. Tout simplement parce que les Chicanos et les Latinos détestent les Américains, les gringos. Absolument. Voilà. Bon, mais si vous regardez bien les choses en face, quand vous êtes à Madrid et quand vous êtes à Buenos Aires, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Buenos Aires, mais entre Madrid et Buenos Aires, c'est quand même très proche. En tout cas, on a un sentiment de beaucoup plus grande proximité entre les habitants de Buenos Aires et les habitants de Madrid qu'entre les habitants de Madrid et ceux de Tallinn en Estonie ou d'Helsinki en Finlande. Les Américains ont prévu aussi le monde orthodoxe autour de la Russie. Ils ont mis dans le même sac le monde musulman. On met dedans, ça va depuis le Sénégal jusqu'à l'Irian Jaya, la partie occidentale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc tous ces pays musulmans où on mélange à la fois les sunnites, les chiites, les arabes, les badaouiyas, les turcs, les iraniens qui sont des ariens, les bengalis, les boumiputras, avec des traditions anthropologiques complètement différentes. Vous avez le monde chinois, le monde indien. Comme si l'Inde n'était pas... L'Inde, c'est quand même le 2e pays musulman du monde. Vous voyez que c'est quand même très artificiel, tout ça. C'est un découpage hollywoodien. Le monde japonais, les Américains ont bien voulu concéder au Japon d'être une entité à soi toute seule. Et puis voilà. Nous, on se bat contre ça parce qu'on aurait très bien pu... D'abord, c'est une vision du monde extrêmement
comment dirais-je, qui est porteuse de guerre, porteuse de conflits terrifiants. Le meilleur antidote que nous, on pense à avoir ça, c'est les affinités historiques et linguistiques. L'antidote au choc des civilisations, par exemple, c'est la francophonie, la lusophonie, le Commonwealth britannique, l'hispanophonie. Finalement, si vous voulez, les Français ont quand même, il faut regarder les choses en face, les Français ont quand même si ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est une autre histoire. Moi, vous savez ce que disait De Gaulle, il faut partir des réalités. Les Français ont beaucoup plus de liens dans tous les domaines, linguistiques, touristiques, économiques, culturels, scientifiques, universitaires, familiaux, etc., avec un certain nombre de pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, plutôt qu'avec, encore une fois, avec les pays scandinaves. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est un legs de l'histoire. Nous, ce que je vois, c'est que ce qui fait que la France est encore une grande puissance, ce qui justifie son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le fait que derrière la France, normalement, il devrait y avoir avec elle tous les pays de la francophonie, qui pourraient éventuellement, en tant que de besoin, survenir. Donc là, on est ligoté à une structure, la structure otanienne. Ça n'est d'ailleurs pas moi qui l'ai dit, mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui a dit qu'elle était en mort cérébrale. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour montrer que la France vient de se retirer d'un exercice, enfin c'est pas un exercice, c'est une opération militaire, opération Irini en Méditerranée, pour empêcher les Turcs de livrer des armes au à une partie des dirigeants libyens. Vous savez qu'il y a une guerre civile en Libye, donc de livrer des armes au GNA. Donc, il y a une résolution de l'ONU qui demande d'interdire les livraisons d'armes. Alors, les Émirats arabes unis livrent des armes par la voie des airs, mais par la voie des airs, vous ne pouvez pas livrer des chars d'assaut. Les Turcs, eux, ils livrent ça par bateau. Donc, il y a eu une décision de l'OTAN qui est de faire une opération. Et qui c'est qui s'est retrouvé là-dedans toute seule? C'est la France. Mmh. Les autres pays, parce qu'au sein de l'OTAN, les gens ne sont pas d'accord. La Turquie est membre de l'OTAN, par exemple. L'Italie, par elle, joue sa propre partition. Malte aussi, ce qui fait qu'il y avait aussi une mission de l'Union européenne qui a échoué, parce que Malte s'y est opposée. Donc la France, là-dedans, elle ne poursuit pas ses propres intérêts de grande puissance. Et les intérêts de grande puissance de la France, c'est qu'elle n'est pas le même Occident, si j'ose dire, que le monde anglo-saxon. On a une voie différente, et c'est cette voie-là qui manque. De Gaulle l'avait parfaitement compris. Nous devrions avoir des liens beaucoup plus étroits avec la Russie, qui est une très grande puissance, avec la Chine. Et en plus, De Gaulle avait mis tous les jalons. De Gaulle, en 1966, il avait fait la grande commission mixte franco-russe, franco-soviétique. Et je rappelle qu'à l'époque, c'est De Gaulle qui a inventé la politique de détente. À l'époque, les Occidentaux interdisaient, les Américains interdisaient aux pays occidentaux d'avoir des contacts ministériels avec les Soviétiques. La seule chose qu'on pouvait avoir, c'était des ambassades. De Gaulle, il avait fait mieux encore 2 ans avant, en 1964, lorsqu'il avait reconnu la République populaire de Chine, puisque les Américains avaient interdit même de reconnaître la République populaire de Chine. Eh bien, maintenant, on a perdu tout cet héritage, on le dilapide en tout cas. Et nous avons une voix à faire entendre, parce que contrairement à ce que l'on veut mettre dans la tête des Français, la France est un pays dont la voix porte encore. Mais jusqu'à quand? À force d'autodénigrement, à force de sabotage de notre propre influence, etc., on perd chaque année, on perd un petit peu de rayonnement. Mais rappelez-vous ce qui s'était passé en 2003, lorsque Chirac et Villepin se sont opposés à l'intervention en Irak. Les Américains l'ont fait quand même, mais ils n'ont pas eu le feu vert de l'ONU. Je vous rappelle que ce jour-là, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu des files d'attente qui se sont créées devant toutes les alliances françaises. Ça allait de Buenos Aires à Mexico, du Caire à Moscou, de Pékin à Sydney. Les peuples du monde retrouvaient la France qu'ils aiment. Ce petit côté Astérix, ce petit côté du peuple qui est un autre Occident. Ils sont pas pareils que les anglo-saxons. Et c'est ça qui manque en ce moment sur l'échiquier mondial. Ah non, mais sur la différence de la politique française, de son esprit, de la conduite de la politique et des affaires du monde, je suis d'accord avec vous, y compris d'ailleurs avec une certaine proximité avec des pays, comme vous dites, d'Afrique noire ou certaines anciennes colonies. Mais vous avez cité tout à l'heure le cas de la Turquie en disant qu'elle est dans l'OTAN. Mais c'est bien là où nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème parce que la Turquie, si vous voulez, est bien souvent appuyée par les États-Unis en tant que membre de l'OTAN et comme le dernier tampon face à la puissance russe, puisque c'est là-dessus que la politique américaine se mobilise, comme l'avait d'ailleurs décrit Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier. Quel que soit le régime russe, de toute façon, les Américains sont obligés de contenir les frontières russes pour des questions à la fois géostratégiques, énergétiques et autres. Et c'est là où nous nous retrouvons, si vous voulez,
embrigadés dans une guerre qui n'est pas la nôtre, enfin une tension qui n'est pas la nôtre, alors que la nôtre devrait être quand même de préserver la culture et l'identité, alors vous allez dire de la France, mais je pourrais étendre quand même à une certaine forme d'identité européenne, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'Erdogan, par exemple, a à de nombreuses reprises parlé de l'islam comme du flambeau pour, je dirais, réinstaurer une forme d'empire ottoman. Ses interventions en Libye, par exemple, ne sont pas dénuées de rappel historique, puisque c'était une ancienne partie de l'empire qui avait été arrachée par les Italiens. Il a parlé récemment, si vous voulez, d'un magistère moral et historique qu'il aurait sur certaines parties des Balkans. Donc vous voyez bien que c'est quand même, ce n'est pas la politique américaine qui nous entraîne là-dedans, c'est la politique américaine qui nous empêche quand même de réagir face à un nouvel empiranisme ottoman. Oui, mais turco-ottoman qui s'appuie sur une identité musulmane. Oui, mais Mustafa Kemal, qui a pris le nom d'Atatürk, vous savez qu'après la révolution kémaliste, les Turcs n'avaient pas de nom de famille. C'est comme ça, d'ailleurs, c'est au Japon, c'était pareil avant l'ouverture sur l'étranger, donc chacun s'est pris un nom de famille. C'est arrivé comme ça dans un certain nombre de pays du monde. Donc Mustafa Kemal a pris le nom d'Atatürk, qui veut dire le père des Turcs, ou l'ancêtre des Turcs. Mustafa Kemal, il s'est quand même largement inspiré de la France, notamment la laïcité. De la même façon, alors il est très mauvais ton d'en parler, mais de la même façon que les régimes irakiens et syriens du parti Baas, c'était des partis qui s'inspiraient de la laïcité à la française. Ça veut donc dire que la France était un émetteur de civilisation et de modèles. Mais maintenant, c'est pour ça que maintenant que nous, on a été muselés par l'OTAN, nous ne représentons plus maintenant une alternative. Mais je suis d'accord avec vous. On a face à nous, on a adopté une politique américaine qui est délirante, puisque la politique américaine a consisté à démolir les régimes progressistes du Moyen-Orient. Alors je sais bien que certains peuvent hurler en disant Saddam Hussein et Bachar al-Assad, oui, d'accord, bien sûr, ce sont des dictatures. Et l'Arabie Saoudite, c'est pas une dictature. Je suis d'accord avec vous. Le Bahreïn, c'est pas une dictature. Et le Qatar, c'est pas une dictature. Donc tous ces pays sont des dictatures. Bien pire. Moi, je me rappelle, j'étais une fois allé au Koweït pour une mission de l'inspection des finances, pour une mission des services commerciaux des ambassades de France. Et j'étais allé passer le week-end en Irak. Je peux vous dire il se trouve que j'étais au moment du Ramadan. Je peux vous dire que c'était ça devait être en 1999, quelque chose comme ça. 1989, pardon. Oui, ça devait être ça. Oui, ça devait être en avril 89. Je peux vous dire que quand on était à Kuwait City, en plein jour, vous n'aviez pas le droit, même si vous étiez occidental, de déjeuner, puisque c'était le Ramadan. Moi, j'étais dans un hôtel, j'étais au 11e étage, j'avais un serveur sri-lankais qui m'apportait à manger, qui est entré dans ma chambre pour m'apporter un plateau repas et qui tirait les rideaux alors que ça donnait sur le golfe arabo-persique. Il n'y avait pas de vis-à-vis. Bon, et ça, c'était respecté, c'était une obligation. Moi, je suis allé dans le sud de l'Irak pour passer un week-end. C'était allé à Bassora. Écoutez, c'était un sentiment de liberté. Vous aviez les gens déjeunaient en plein jour, c'est un régime laïque. Ceux qui ne voulaient pas déjeuner ne déjeunaient pas. Vous aviez à Bassora, c'est là que j'ai acheté mon alliance d'ailleurs, vous aviez 13% de chrétiens nestoriens. Voilà ce que c'était que l'Irak de Saddam Hussein. Qu'est-ce qu'on fait les Américains les chrétiens. Voilà, qu'est-ce qu'on fait les Américains avec leur démolition? Ils ont démoli les régimes qui pouvaient être des références. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on favorise la montée en puissance d'une espèce de néo-ottomanisme. Ça, c'est vrai. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'on peut espérer qu'il y a des grands cycles dans l'histoire et que viendra le moment où la France pourra à nouveau jouer son rôle de présenter un autre modèle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas en restant dans l'OTAN qu'on va représenter ce modèle. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce que vous venez de dire. Les régimes, comme vous dites, à la fois de Bachar el-Assad, Saddam Hussein, enfin tout ce qui relève du parti Baas, n'étaient pas dans un conflit civilisationnel à l'époque avec nous. Ce sont effectivement plus les régimes d'Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, qui sont tenus à bout de bras par les États-Unis. Et d'ailleurs, qui sont tenus à bout de bras par les États-Unis. C'est bien pour ça qu'il faut sortir de l'OTAN. Mais encore une fois, le choc des civilisations nous est imposé par ces gens-là. Oui, mais il est imposé par les États-Unis. Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis désolé, mais Samuel Huntington, rappelons-nous comment a commencé cet entretien. Je vous ai parlé, moi, de prophétie autoréalisatrice. C'est les Américains qui favorisent l'émergence de ce monde. Et pour lutter contre ce choc des civilisations, moi, dans le programme présidentiel que j'avais présenté, il y avait l'idée que nous sortons de l'Union européenne
Ce qui laisse libre, au passage, on vide le Parlement de Strasbourg. D'ailleurs, c'est ce que demandent tous les autres États. Bon. Et le Parlement de Strasbourg ayant été vidé, on propose à l'UNESCO de s'y transférer. Parce que l'UNESCO craque, et le bâtiment qui est à Paris, place de Fontenoy, a été créé construit dans les années 50 pour environ une cinquantaine de pays. Il y en a 145 à l'UNESCO. On propose à l'UNESCO de transférer l'UNESCO à Strasbourg, à la lisière des mondes germaniques et du monde latin, et puis de créer un centre de la concorde des civilisations. C'était ce que je proposais. Nous, on est pour la paix des peuples et la paix des civilisations. Et de ce point de vue-là, effectivement, je pense que malheureusement, si vous voulez, imaginez les élites turques. Il y avait beaucoup d'élites turques francophones et francophiles qui faisaient leurs études à Galatasaray, par exemple. Eh bien, les élites francophones en Turquie, elles avaient l'image de Gaulle, de la France et de la France gaulienne des années 60. Lorsque De Gaulle sera en Iran en 63 ou 64, il y reçoit un triomphe. Lorsqu'en 68, rappelez-vous, Pompidou va en 68, au début de mai 68, il fait un voyage en Afghanistan. Pourquoi est-ce qu'il va en Afghanistan? Parce que toute la cour du roi Zayed à Kaboul parlait le français, comme la cour de Mohamed Reza Shah Pahlavi à Téhéran. Donc c'est toute cette influence française dans le Moyen-Orient, y compris lointain, jusqu'en Afghanistan, qui est en train d'être détruite, parce que maintenant, nous ne représentons plus un autre modèle, nous représentons un larbin. Oui, un vassal de la politique étrangère américaine, de la stratégie américaine. Voilà. Et comme le dit le proverbe, mieux vaut parler à un maître qu'à ses domestiques. Donc, si vous voulez, on a perdu énormément. D'ailleurs, ça a un impact sur la vente de nos armes aussi, de nos exportations. Pourquoi est-ce qu'il y avait des pays du Moyen-Orient qui achetaient beaucoup d'armements français? C'était parce que la France, en 1966-67, Charles de Gaulle avait fait l'embargo sur Israël suite à l'affaire de la guerre des 6 jours, et que la France avait ce qu'on appelait une grande politique arabe. Bon, donc les pays du monde arabe acceptaient de surpayer, parce que les produits français ont la réputation d'être excellents mais d'être très chers. Ils acceptaient de surpayer ça en disant on ne dépendra pas uniquement que de l'approvisionnement américain. Mais maintenant, tout s'enchaîne en politique, en géopolitique, en politique étrangère, en politique commerciale, en politique d'exportation. Et la meilleure façon, je reviens sur notre politique à nous, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on ait des alliances militaires. On peut avoir des alliances militaires au cas par cas, mais on doit revenir à la politique des années 60, une protection erga omnes, comme on dit en latin, contre tout le monde, et avec des alliances, des alliances amicales, et notamment avec la Russie. Parce que la Russie, je suis désolé, c'est le contrepoids naturel avec la France à la puissance de la Mitteleuropa. Il y a quels que soient les régimes, et De Gaulle l'avait parfaitement compris. Il avait dit d'ailleurs que au cours de l'histoire de France, à chaque fois que la France a été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Et ça remonte au mariage, vous savez, d'Anne de Kiev avec Henri Ier et leur fils Philippe, qui porte un nom d'origine byzantine, d'ailleurs, le premier Philippe de la dynastie des Valois, ensuite. Comment dire donc, vous avez eu ça, vous avez eu tout au long de l'histoire de France. Lorsque, au sommet de Tilsit, Napoléon et Alexandre Ier s'entendent parfaitement, c'est un des sommets de la France. Lorsque la France se met ensuite à envahir la Russie, c'est le début de la fin. Bon. Et nous, on a eu, et rappelez-vous, c'est un peu symbolique, mais pas uniquement, l'affaire Normandie-Niemen pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que De Gaulle a été le premier, il avait parfaitement compris ça. Lorsque la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France, disait-il. Il dit ça à Perfit en 63. Lorsque la France est en mauvais terme avec la Russie, ce sont des mauvais moments. Ben, regardez ce qui se passe. Il a dit ça en 63. C'était quoi? Il y a un demi-siècle, c'est encore vrai aujourd'hui. Et je pense que l'hostilité systématique des pays de l'OTAN vis-à-vis de la Russie est en train de les pousser dans le camp de la Chine, qui elle aussi est en train de pousser de la Russie dans le camp de la Chine, parce que la Russie se sent systématiquement agressée par les pays de l'OTAN, enfin la politique américaine, et puis les Européens qui suivent effectivement comme des moutons de panurge. Et la Chine, qui elle monte en puissance, mais qui effectivement militairement et géostratégiquement n'est pas encore à la hauteur de la superpuissance américaine, peut trouver un appui face à une Russie qui va se sentir isolée, qui petit à petit se rapproche de la Chine. On l'a vu par exemple pas plus tard qu'il y a 3 mois, quand il y a eu cette polémique au sujet du virus qui aurait été produit dans un laboratoire et non pas qui serait sorti d'un marché à Wuhan. Immédiatement, donc, Donald Trump a attaqué la Chine, et immédiatement Poutine a dit qu'il ne fallait pas... Ça
à relever d'enquête et qu'il fallait pas accuser a priori un pays comme la Chine simplement pour l'accuser. Donc on voit bien que la Russie, petit à petit, au fur et à mesure qu'on l'accule, est en train de devenir un petit peu le garde du corps de la Chine. Excusez-moi l'expression, c'est peut-être pas le mot. Ouais, mais enfin, on la pousse petit à petit dans les bras de la Chine. Oui, mais c'est quand même une très grande puissance militaire, la Russie. Et d'ailleurs, la Chine est en train de le devenir également. Aussi, oui. Mais on voit bien que la France est extraordinairement gênée parce qu'elle veut une chose et son contraire. Il y a eu un sommet, une rencontre de Vladimir Poutine avec des chefs d'entreprise occidentaux qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg. Je crois que c'était il y a un an à peu près. Et il y avait des chefs d'entreprise français. Macron a été invité par Vladimir Poutine et notre président de la République bien-aimé est allé là-bas. Il a fait un discours devant les entreprises françaises en les invitant, en les exhortant à être plus présentes en Russie. Mais c'était dingue. Enfin, il y a des chefs d'entreprise qui ont dit « Attendez, la France a pris des sanctions contre la Russie. Contre la Russie, si on commerce avec la Russie, suite à l'affaire de la Crimée. Donc ça prouve que lorsqu'Emmanuel Macron va vers la Russie, fait des alliances avec la Russie, ça veut bien dire qu'il sait très bien que l'intérêt stratégique de la France, c'est d'aller dans le sens de ce que je dis, mais il y est empêché par notre appartenance à l'OTAN et par notre appartenance à l'Union européenne, dont je rappelle que l'article 42 du traité de l'Union européenne assujettit la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne à notre appartenance, enfin fait primer plus exactement les contraintes des traités otaniens sur les traités de l'Union européenne. Donc il est là le cercle vicieux, on n'en sortira pas. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Non, mais tout à fait. La France est toujours entre deux chaises et ne sait jamais comment, effectivement, conduire sa politique. Elle n'en a plus, en réalité. Elle est complètement à volo. Elle gère au jour le jour les événements qui se produisent et les contraintes, etc. Alors, vous êtes d'accord, finalement ? Ah ben, je vous ai dit, je suis d'accord, mais je pense que vous mesurez peut-être pas assez cette question du choc des civilisations. Mais je le mesure très très bien. Qui nous vient parce que l'Occident s'affaiblit. Et l'Occident, c'est pas que la France. Et je veux dire par là que moi, je sens de plus en plus monter des puissances comme la Chine en premier lieu, mais également la Turquie, qui commence à plastronner, qui commence, je dirais, à défier l'Occident de façon de plus en plus ouverte, tout simplement parce que nous nous affaiblissons. Oui, mais... Alors, vous avez parlé... Mais attendez, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, quand j'étais chef de bureau du Asie-Océanie au ministère des Finances, j'avais lancé une initiative pour l'Asie avec le team, c'était Demain l'Asie. C'était en 1990, quelque chose comme ça. C'était il y a 30 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était faire preuve de prémonition. Moi j'avais vécu au Japon, quiconque vivait, connaissait les pays d'Extrême-Orient dans les années 80-90, pouvait anticiper ce qui est en train de devenir. La Chine est une créance qui a été une puissance qui est redevenue ce qu'elle était, du fait de la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert massif de production de richesses vers la Chine. Mais moi, je n'ai pas dit du tout que l'Occident ne s'affaiblit pas. Au contraire, ça se voit à l'œil nu. Mais je dis que face à ça, il faut, si vous me le permettez, une espèce de réarmement moral et historique et civilisationnel. Alors, on est parfaitement d'accord. Le réarmement civilisationnel, historique et moral de la France, il passe fondamentalement, d'abord et avant tout, par la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Le point, il est là. Une fois que la France sera redevenue elle-même, vous savez ce qui manque en France, c'est d'ailleurs un propos qu'avait tenu le sultan Qaboos, regretté, puisque je crois qu'il est décédé il y a quelques mois, le sultan d'Oman, qu'il avait reçu François Mitterrand, pardon, le président de la République. Il avait reçu François Mitterrand dans les années, au début des années 80. Le sultan Qaboos avait dit à Mitterrand, en fait, vous, les Occidentaux, vous avez un problème avec l'autorité. Et rappelez-vous ce que disait De Gaulle lorsqu'il était revenu aux affaires, il voulait rétablir l'autorité de l'État. Et le problème qu'il y a en France, c'est que l'État n'a plus d'autorité. Or, le mot autorité est un mot qui vient du latin, auctoritas, et auctoritas qui a donné le mot auctor, qui est l'auteur. Et l'étymologie est toujours très, très parlante. On ne peut pas avoir en fait d'autorité si on n'est pas l'auteur de ses propres décisions. Si vous êtes une marionnette, vous êtes sans autorité.
c'est passé dans le langage courant. Hein. Comment dirais-je, les marionnettes, les fantoches, etc. Un régime fantoche, comme je me rappelle quand j'étais petit, j'entendais parler des communistes français du régime fantoche sud-vietnamien, mais c'est vrai, c'était une marionnette des États-Unis. Mais nous sommes devenus en fait, il faut bien voir que la France est devenue un régime fantoche. Ils sont pas bêtes, hein, les extrêmes orientaux, les asiatiques, les africains, les latinos et les Russes, ils voient très bien ce qui se passe. Ils voient très bien qu'en fait, la France est devenue un régime fantoche. Voilà. Et qu'on est dans la main de forces qui... On ne peut pas avoir d'autorité puisqu'on n'est plus l'auteur de nos propres décisions. Et d'ailleurs, observez, à chaque fois que M. Macron engage un sommet avec la Chine, qu'il y a un sommet avec la Chine, il demande à Merkel de venir et il demande l'autorisation au président chinois si Merkel peut venir l'accompagner. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, l'Union européenne est la vraie détentrice de l'autorité, enfin de la structure juridique, et que cette structure juridique est entre les mains le réel pouvoir de l'Allemagne qui oriente quand même les choses. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que si vous me le permettez, je vais raconter une anecdote qui est quand même intéressante. Il se trouve que dans ma vie, j'ai accompagné, quand j'étais au cabinet du ministre français des Affaires étrangères, je vais en parler parce que maintenant il y a prescription, c'était en 1996, donc il y a un quart de siècle, j'ai accompagné Jacques Chirac, qui était nouvellement élu, à Pékin. J'étais avec Hervé de Charette, j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères, et je m'occupais de toute la zone Asie, Océanie, Pacifique, etc. Amérique latine et questions économiques. Et on est reçu à Zhongnanhai. Zhongnanhai, c'est la partie de la cité interdite qui est réservée aux dirigeants. C'est comme si, au lieu qu'on ait l'Élysée en France, la présidence de la République se trouve dans une des ailes du château de Versailles, hein, pour situer un petit peu le truc. On est reçu par le président Chiang Zemin à l'époque, qui était l'antéprédécesseur du président Xi Jinping. Entre les deux, il y a eu Hu Jintao. Et le président Chiang Zemin reçoit Jacques Chirac. Et on était entre happy few. Il y avait 7-8 personnes côté français, 7-8 personnes côté chinois. Moi, j'ai eu la chance d'être avec mon ministre, j'étais son conseiller. Et le président chinois dit, alors il parle en chinois, hein, ning, tiang, niang, et puis il traduit par un interprète, qui dit « Monsieur le Président de la République française », c'est très cérémonieux, « je suis très heureux de vous recevoir et de recevoir le digne héritier de Charles de Gaulle, dont nous n'oublions pas qu'il a eu la sagesse, la clairvoyance de reconnaître notre régime, la République populaire de Chine, en 1964. Comme le dit le proverbe chinois, après la pluie vient le beau temps, parce qu'il se trouve que on sortait de l'épisode de la vente par Mitterrand et Roland Dumas de frégate à Taïwan, qui avait jeté un froid entre les relations franco-pékinoises, enfin entre Paris et Pékin. Et donc, le président Chiang Zemin dit, alors il n'évoque pas ça directement, mais il l'a fait de façon allusive en disant, comme on le dit en chinois, après la pluie vient le beau temps. J'espère que maintenant nous allons avoir de nouvelles relations qui seront au beau fixe, et j'attends beaucoup de cette relation stratégique franco-chinoise. Voilà ce que dit le président Chiang Zemin. Et Jacques Chirac lui répond. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, avec l'interprète, et je vous remercie beaucoup de votre accueil, je vous remercie d'avoir souligné, rappelé effectivement la décision prise par le général de Gaulle de reconnaître la République populaire de Chine en 1964. Mais, dit Chirac, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mais, dit-il, vous savez que maintenant, les choses ont évolué et que maintenant, la France appartient à l'Union européenne et que désormais, nous faisons un tandem avec notamment nos amis allemands et nous allons bientôt avoir une monnaie unique européenne. On était en 96, l'euro était prévu pour 97. En fait, ça a été reporté à 99. Et donc, maintenant, la politique étrangère française, c'est d'abord et avant tout une politique étrangère européenne. Je vois, les Chinois sont un peu impassibles. Oui. Ils ne découvraient pas, ils ne tombaient pas des nues parce qu'ils savaient, il avait eu les... Mais quand même, voir le président de la République française... se dévaloriser lui-même. S'auto-dévaloriser. Auto-dévaloriser son pays, oui. C'est inimaginable pour un Chinois. C'est inimaginable. Et dire, mais il a dû... Enfin, ça se voyait.
Oui, Vous voyez que les Chinois se disaient, mais c'est qui ça? Ce sont des gens qui ont perdu tout honneur et qui ne sont pas les héritiers. Quand vous voyez Macron qui dévalorise le peuple français en permanence, il y a une sémantique qui veut dire des choses. Et quand de l'autre côté, vous entendez Poutine vous dire que le peuple russe est un peuple de vainqueurs, etc., donc vous en avez un qui motive son peuple, qui lui donne de la confiance, et de l'autre côté, vous en avez un qui ne cesse de lui taper sur la tête et de le ravaler. Alors, et tout ça n'est pas fortuit, hein, vous le savez bien. Est-ce que je peux terminer cette anecdote parce qu'elle vaut vraiment, son pesant de cacahuètes. Le temps a évolué et très rapidement, le président chinois répond pas à ça. Et il lui dit, très bien, Monsieur le Président de la République française, je vous donne la parole. Et à ce moment-là, Chirac commence à embrayer sur alors voilà, nous aimerions bien, et nous devons signer à la fin de cet entretien un accord pour 24 Airbus, est-ce qu'on ne pourrait pas en vendre 30 ? Le président chinois l'avait mis sur un plan géostratégique, et là, c'était un marchand de tapis. Marchand de tapis. Alors, le président chinois se tourne vers... Il y avait Li Peng, il y avait je ne sais plus quel ministre de l'économie. Ils ont un petit conciliabule et dit écoutez, nous avons prévu 24 avions pour cette fois-ci. Comme on dit en chinois, on ne finit pas un repas en une seule bouchée. Et Chirac réinsiste. Il dit mais quand même, ça serait vraiment très bien si... Le Chinois lui dit « Vous aimez beaucoup les avions, monsieur le président de la République française ». J'ai tout ce dialogue, je l'ai à l'esprit là-dedans. « Vous aimez beaucoup les avions », mais c'était quand même très humiliant. Et Chirac dit « Oui, tout à fait ». Bon. Et attendez. Et donc, il réinsiste et finalement, le président chinois dit « Écoutez, voilà, ça sera aujourd'hui, ça sera 24. Est-ce qu'il y a un autre sujet ?» Donc, c'est le Chinois qui dit « C'est terminé. Bon. » Et à ce moment-là, Chirac dit « Oui, alors maintenant, je voudrais vous parler du projet de TGV Pékin-Shanghai. » Très bien. Et Chirac dit « Alors, nous avons les meilleurs TGV du monde, Alstom, tata, c'est formidable, il faut absolument qu'on fasse une joint venture entre les Chinois et Alstom pour fabriquer le TGV Pékin-Shanghai. » Et à ce moment-là, le Chinois, ils sont malins, surtout qu'ils sont 1,4 milliard, il n'y a pas d'élection démocratique, ils choisissent les meilleurs. Donc ceux qui terminent au sommet de l'échelle, c'est quand même pas des imbéciles. Donc ils font ça très à la chinoise. Le président chinois, qui faisait un peu semblant de dormir, lève une paupière. Ils ont les cheveux noirs comme du jet, mais ils ont 75 ans. Hein. Et il lève une paupière et il dit Monsieur le Président de la République française, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Si je peux répondre à vos questions, Monsieur le Président de la République populaire de Chine, je suis là pour ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Et le Jiang Zemin lui dit écoutez, ce que je ne comprends pas, c'est que tout à l'heure, vous me parlez du TGV franco-chinois, mais il y a 3 semaines, et on le voit, il tend son bras comme ça, dans le siège dans lequel vous êtes assis, je recevais son Excellence, M. Gerhard Schröder, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne. À l'époque, c'était Schröder. Chirac, oui, c'est un ami. Jiang Zemin continue, il ne répond pas, et il dit, M. Schröder, il y a 3 semaines, m'expliquait tout le bien que je devais penser du projet d'ICE de chez Siemens pour faire le train rapide entre Pékin et Shanghai, et me disait le plus grand mal du TGV français. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez l'Union européenne et que vous étiez maintenant, la stratégie, c'était l'union de la France et de l'Allemagne, mais qu'est-ce que je dois faire dans ce cas précis? Oui, ça, je peux vous dire que Chirac, il a regardé le bout de ses chaussures. Ah, ouais, c'est sûr. Ben voilà, il était échec et mat. Mais voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son premier entretien télévisé en tant que président. Et je me rappelle très bien qu'il avait parlé qu'il était le VRP. C'est ce qu'il avait. Il avait insisté dessus, qu'il était. Alors, il s'était pas appelé le VRP, mais qu'il allait à l'étranger pour vendre des produits français, c'était sa priorité. Voilà. Alors, et ça, donc, faire ça, d'accord, mais si vous voulez, vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas derrière toute une politique stratégique et qui s'appuie sur toute l'histoire de France, tout son réseau, etc. Enfin, c'est pas un représentant du commerce. C'est lui-même qui se rabaissait à la télévision en parlant ainsi. Alors,
je voulais vous poser une dernière question, c'est au sujet plutôt de la politique économique de la France, parce que je vous rejoins complètement sur l'euro qui plombe nos exportations, l'euro qui est calculé sur une parité qui correspond véritablement, qui est tout à fait idéale pour les produits allemands, parce qu'elle colle avec la parité de l'ex-marque un petit peu en dessous. Alors en dessous, donc ils bénéficient de la... Alors que nous, comme les Italiens d'ailleurs, sommes complètement plombés par le renchérissement de la monnaie automatiquement, et donc c'est ce qui plonge ces économies-là dans la ruine et vraiment la disparition du moteur de notre pays, le moteur industriel. Mais malgré tout, je pense que l'affaiblissement de l'industrie française n'est pas lié qu'à ça. Il y a aussi une politique nationale, et d'ailleurs le décalage industriel aussi avec l'Italie qui s'est senti ces dernières années, parce que l'Italie préserve mieux ses industries et a une balance commerciale qui est excédentaire vis-à-vis de la France. Il y a quand même... Bon. Et je pense que c'est vraiment lié aussi à une politique, alors vous en avez parlé tout à l'heure avec frère Thierry, une politique qui est trop étatiste, trop bureaucratique, trop de réglementation. Je dirais un nombre de fonctionnaires qui est en France 1 million trop lourd par rapport aux autres pays voisins si on fait le rapport avec la population. Et quand on parle de libéralisme économique en France, je trouve que c'est quand même un petit peu lourd, parce qu'avec 56% de dépenses publiques, 48% de prélèvements, encore une fois une bureaucratie, une réglementation qui sont beaucoup plus fortes que celles de la plupart des pays voisins, en tout cas plus fortes que celles de la plupart des pays voisins, je pense que beaucoup de PME et de petites sociétés sont largement écrasées. Nous manquons d'entreprises à taille intermédiaire, et je voudrais savoir ce que vous pensez justement par rapport à cela. Alors, il y a beaucoup de sujets dans ce que vous évoquez, qu'on manque d'entreprises, de PME à taille intermédiaire, vous avez parfaitement raison, mais c'est un fait. Il se trouve, par exemple, alors c'est des chiffres déjà anciens, mais je me rappelle, les très gros, les belles PME françaises, les grosses PME françaises, c'est-à-dire pas la toute petite PME, pas non plus le grand groupe, dans, je sais pas, une entreprise qui doit faire dans les, entre 1 et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas un très grand groupe, mais c'est déjà plus une PME. Je sais pas, on doit en avoir en France quelque chose comme 150, alors qu'il y en a 800 en Allemagne. Mais ça n'est pas nouveau. Ça remonte, il y a toute une histoire sur cette question sur laquelle il faudrait revenir, et c'est une donnée. Pour le reste, je suis pas un étatiste forcené. Je suis le premier à reconnaître que j'écoute beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de charges qui pèsent sur les entreprises, beaucoup trop, c'est exact. Mais tout ça, c'est un cercle vicieux. Il se trouve qu'en France, vous ne pouvez pas, par exemple, ne pas avoir des prestations sociales, par exemple pour les chômeurs. Mais il y a des études qui ont été faites. Je pense à l'étude notamment de Jacques Sapir et Philippe Murer, qui a été publiée il y a déjà quelques années par Res Publica, qui montrait que si la France sortait de l'euro et qu'on dévaluait le franc, enfin on laissait se déprécier le franc de ce qui devrait se déprécier normalement, c'est-à-dire environ 10-15% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar, on pourrait récupérer en l'espace d'un an 1 million d'emplois. Mais 1 million d'emplois, ça fait 1 million de chômeurs en moins. 1 million de chômeurs en moins, ça fait 1 million de gens qui vivent au crochet de l'État. Ça fait également 1 million de cotisants en plus. Donc, si vous voulez, lorsqu'on a une économie qui est en quasi-récession depuis des années, ou en tout cas qui est stagnante, et que par ailleurs on a, pour des raisons politiques et sociales, la nécessité de maintenir un assez haut niveau de protection sociale, eh bien, vous êtes dans la situation actuelle. Redonnons du dynamisme à l'économie française, et d'un seul coup, on pourra progressivement, je pense, diminuer les charges sur les entreprises. Et j'ajoute par ailleurs que je ne sais pas si c'est la présence de frère Thierry qui me fait souvent penser aux évangiles, mais je pense à cette phrase comment dirais-je, dans les évangiles, justement, l'homme ne se nourrit pas que de pain. Il y a quelque chose qui est extrêmement important, qu'on oublie toujours, quand j'entends les économistes, ils parlent des économies comme si c'était quelque chose de complètement désincarné. Non, ça n'est qu'une science humaine. C'est pas une science exacte, une science humaine. Une science humaine, ça veut dire une science dont les prévisions, d'ailleurs tout le monde le sait, mais les prévisions économiques sont jamais, ça prouve que c'est pas une science exacte. Une science humaine, ça veut dire que le facteur humain est fondamental. Il se trouve que lorsque vous avez un pays qui renoue avec une confiance dans l'avenir, comme l'a fait Poutine, non, mais ça, eh bien, vous avez des gens qui entreprennent, des gens qui se prennent en charge.
Et si vous avez moins de traîne savate, moins de gens déprimés, moi ce que je vois actuellement en France, c'est un pays fondamentalement complètement dépressif. Ah oui, mais tout à fait. Complètement dépressif. Donc les gens, ils se trouvent 50 000 excuses pour ne rien faire ici et ça, comme quelqu'un qui est dépressif. Mais dans ce processus de dépression, je pense que la démotivation vient aussi du fait que le travail est très taxé et démotive. Oui, je suis d'accord. À ce niveau, par rapport à, comme vous dites, à cet assistanat qu'on a mis en place par obligation, effectivement, comme vous dites, mais qui aujourd'hui nous déborde complètement. Oui, mais c'est extrêmement difficile d'en sortir tant que vous n'avez pas le retour de la croissance. C'est clair, mais vous avez aussi le problème de ces impôts de production, ce dont on parle, qui surtaxent les produits français. Les entreprises françaises ont des marges qui sont 7 à 8 points inférieures aux entreprises allemandes, italiennes, anglaises, espagnoles. Et c'est ce poids de la bureaucratie qui est quand même chez nous très particulier, qui justement broie ces entreprises de taille intermédiaire. C'est-à-dire que des boîtes qui ont peut-être 100, 120 salariés n'osent pas franchir le cap parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas en profiter, qu'elles vont se trouver broyées par le système. Écoutez, moi ce que je vois en tout cas, c'est que... Et je pense que l'euro, qui a un rôle, oui, si vous me suivez, vous verrez que j'en parle largement, n'est pas le seul responsable. Non, il y a aussi la multiplication des niveaux administratifs qu'on a eu en France. Voilà. Je rappelle que dans mon programme, il y avait l'idée de supprimer les régions, d'en revenir à ce qu'avait été du temps de Pompidou, c'est-à-dire il y avait une vingtaine de fonctionnaires, c'était d'un établissement public régional. On a créé de toutes pièces les collectivités locales de plein exercice, ça c'était sous Mitterrand. On a créé, d'abord, avec les présidents de conseils régionaux, ça a fait des dépenses énormes, avec des recrutements considérables de gens dans les collectivités. Parce que si vous regardez les fonctionnaires d'État, vous n'avez pas une inflation du tout. Oui, c'est pas dans ce domaine-là. Alors, je sais bien qu'il y a des gens, j'ai déjà parlé, il y a des maires, des gens de conseils généraux qui disent oui, mais vous exagérez, c'est parce que l'État nous a transféré un certain nombre de fonctions. C'est exact, pour une certaine partie d'entre eux. Mais fondamentalement, vous avez eu une inflation du nombre de niveaux administratifs qui est délirante. Donc, nous, ce que l'on propose, c'est que, par exemple, même actuellement, la suppression programmée des petites communes, les maires actuellement dans les communes de France, c'est essentiellement du bénévolat. On est en train de créer des communautés de communes, des trucs avec des salariés. Ça va rajouter encore à la lourdeur. Les régions, je suis désolé, c'est un échelon dont on se passait et dont on peut se passer. Voilà. Sauf que c'est idéologique. Parce que derrière les régions se profile le démembrement de l'État France, puisque je rappelle à nos auditeurs, je souligne, je tire la sonnette d'alarme depuis des années sur cette question. Le projet d'Europe, d'union des États-Unis d'Europe, c'est pas l'Allemagne, la France, l'Italie, non. C'est un des États-Unis qui est avec des États ayant la taille des États de la côte est américaine, la même granulométrie administrative. Oui, c'est le régionalisme. Donc avec le Bade-Württemberg, la Rhénanie-Westphalie, la Bavière, et puis Bourgogne-Franche-Comté, Bresse, Galicia, Andalusia, et la disparition des États-nations. Ce qui ne gêne pas beaucoup l'Allemagne, dont l'unification est récente, 1871. Oui, c'est un régime fédéraliste. Et c'est un régime fédéral, alors que s'attaquer à l'État en France, c'est détruire la France. C'est toute la différence. Vous êtes donc d'accord avec moi que le libéralisme n'est pas ce qui tue la France, c'est plutôt le libre-échangisme, surtout dans un contexte où on est livré à la concurrence internationale avec ce poids des charges une socialisation excessive. Oui, mais moi, je suis français. Et un Français, la France, si je me réfère à la grande tradition française, un Français, c'est un pays de nuances et de juste milieu. Moi, je ne suis pas pour l'étatisation générale de la société. Ça a me prouvé partout qui est rampante quand même. Son désastre. Mais je ne suis pas non plus pour l'absence totale de réglementation. Surtout qu'en plus, le libre-échange, actuellement, le libéralisme, c'est plutôt la liberté du renard et dans le poulailler. Parce que vous avez, dans tous les domaines, vous avez de moins en moins d'entreprises qui se font de plus en plus avaler par des grands conglomérats. Donc, non, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut essayer, en effet, de favoriser les PME. Ça, d'ailleurs, il y a des efforts qui ont été faits sur les start-up, etc. Mais elles se font avaler parce que, justement, elles subissent des charges que les grands groupes ne subissent pas. Parce qu'ils échappent en partie, justement, à l'ancrage national et à la fiscalité. C'est exact. Et ça crée une distorsion de concurrence qui est très défavorable pour elles. C'est exact. Et puis, il y a aussi peut-être un autre phénomène, un peu moins souvent souligné, c'est que des gens qui réussissent à faire une entreprise aiment bien la revendre à 35 ans, à la revendre 50 000
millions d'euros et puis ils vivent de leur rente toute si vous voulez, c'est que le patron chef d'entreprise qui se sent une vocation sociale vis-à-vis de ses ouvriers, de ses employés, etc. Il y en a encore, mais il y a aussi pas mal de créateurs d'entreprises, de petites entreprises qui en fait ne visent qu'une chose, c'est de pouvoir la vendre pour ensuite vivre de leur rente. Donc il faudrait aussi revenir en fait, il faut en revenir. Je disais de parler tout à l'heure de réarmement moral, mais un réarmement aussi en termes de valeurs. En gros, il n'y a pas que le fric dans la vie. Et les Français c'est connu, les Français sont un peuple d'ingénieurs, c'est un peuple d'inventeurs, voilà, mais de gens qui traditionnellement faisaient ça pour la beauté. En France, on méprisait un peu comme dans tous les pays de tradition catholique, romaine. Il y avait un peu un mépris pour l'argent. Il y avait plutôt Or là, c'est sous l'influence anglo-saxonne aussi que désormais c'est la primauté de l'argent surtout. Regardez les générations de jeunes polytechniciens, le nombre de jeunes polytechniciens qui entrent pour devenir pour aller sur les marchés financiers. Ils ont pas été normalement, ils faisaient des grands ingénieurs. C'est comme ça qu'on a fabriqué le Concorde, c'est comme ça qu'on avait les meilleures routes du monde, c'est comme ça qu'on avait le programme électronucléaire, c'est comme ça qu'on avait une industrie automobile, etc. Et puis progressivement maintenant, on a des financiers, on a une espèce de primauté de l'argent. Là aussi, il faudrait, mais tout ceci, c'est encore une fois, c'est un ensemble général. Tant que ça sera pas pourquoi cette primauté de l'argent? Parce que c'est une espèce de fuite éperdue vers la sphère privée. Les gens se referment sur leur sphère privée parce qu'ils ne croient plus dans l'idéal de la nation, dans l'idéal d'un travail en commun pour le bien commun, pour la res publica, pour la République. Désormais, c'est devenu uniquement le chacun pour soi, et donc on fait du fric et puis c'est tout. Voilà. Merci, monsieur Asselineau. Je vous en prie. Merci beaucoup.